Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter le bilan de mes lectures sur la deuxième partie du mois de janvier. Comme je vous le disais dans le premier bilan du mois de janvier, j'ai eu un mois très productif puisqu'il y a eu 12 livres finis et un livre abandonné. Surtout sur la deuxième moitié du mois parce que là j'ai 8 livres à vous présenter. Donc je vais essayer d'aller très vite. En premier sur cette deuxième partie du mois, j'ai lu Le Chuchoteur de Donato Carissi. Un livre dont j'avais beaucoup entendu parler, surtout un auteur dont j'avais beaucoup entendu parler. Et que celui-là, je crois qu'il traînait dans ma pile à lire depuis 2 ou 3 ans, je l'avais trouvé sur une brocante. Donc il était temps de se lancer. C'est un thriller. Et en fait, on part sur une histoire de fillettes qui ont disparu. En fait, il y en a 6 qui ont disparu et on retrouve le corps de 5 petites. Donc du coup, commence une enquête. Et en fait, on va de truc glauque en truc glauque. Bref, j'ai pas du tout été déçue. J'ai adoré cet auteur. Enfin, il écrit vraiment bien. On est vraiment à fond dans l'histoire. Et je vais essayer de me procurer d'autres livres de l'auteur parce que j'ai vraiment adoré. Si vous ne connaissez pas, c'est un auteur italien et je sais que j'ai des copinotes qui adorent cet auteur, donc du coup moi je vais continuer, c'est clair et net, et je suis juste déçue de ne pas avoir découvert cet auteur avant. Ensuite j'ai lu L'île des chasseurs d'oiseaux de Peter May, donc c'est le premier tome de la trilogie, j'ai oublié le nom de la trilogie écossaise, voilà, donc L'île des chasseurs d'oiseaux, L'homme de Lewis et le braconnier du lac perdu. C'est un thriller aussi, donc publié chez Babel Noir. Et j'en avais aussi pas mal entendu parler, notamment sur la chaîne de Séverine, il est bien ce livre, où elle a fait une telle éloge en fait de cette trilogie que pareil, quand je l'ai acheté il y a un an je crois que c'était février 2016. Et du coup là je l'ai enfin sorti, je voulais enfin découvrir ce que c'était et j'avoue que j'étais un petit peu déçue, je m'attendais pas à ça. Disons qu'on n'est pas vraiment... Enfin, on est plutôt plus dans le roman noir que dans le thriller. Et du coup, on fait sans arrêt des allers-retours entre le présent et le passé. En fait, si vous voulez, on retrouve un homme éviscéré, pendu, je crois, égorgé et éviscéré. Et pour ça, on fait appel à un détective qui vient d'Édimbourg. Donc on est sur une toute petite île plein nord de l'Écosse. Donc on fait appel à un détective qui vient d'Édimbourg. Pourquoi ? Parce que il a lui-même enquêté sur un meurtre très similaire quelques semaines plus tôt. Donc du coup, on se demande s'il n'y a pas une corrélation entre les deux meurtres. Donc on le fait venir, sauf que il apparaît que cet inspecteur est originaire de cette petite île, qu'il connaît tout le monde sur l'île et que du coup il va pouvoir... revenir un peu dans ses souvenirs, qu'est-ce qu'il a fait partir de l'île, revenir voir un peu ses anciens amis, etc. Et en fait, on fait sans arrêt des allers-retours entre l'enquête aujourd'hui et la vie de cet inspecteur quand il était plus jeune et qu'il habitait sur l'île. Donc du coup, moi j'ai eu beaucoup de mal, j'ai toujours du mal avec les flashbacks comme ça, c'est vraiment le genre de truc où j'accroche pas du tout. Et finalement, je suis arrivée à la fin, je me suis dit tout ça pour ça, sérieusement. Donc du coup j'ai été un peu déçue. Je crois que j'ai quand même mis pas mal de temps à le lire, ce livre, c'est écrit tout petit et j'ai vraiment eu du mal à me mettre dans l'histoire. Du coup je sais pas si je lirai la suite. Peut-être si je les trouve vraiment d'occasion pas chères, mais en tout cas je les achèterai pas neufs, c'est clair et net, et j'ai bien d'autres priorités d'achat et de lecture. Donc voilà, du coup je suis un peu déçue parce que plein de copinotes l'ont vraiment apprécié et moi je pense que c'est les flashbacks. Moi les flashbacks, faut que je reste dans un moment donné et pas des allers-retours comme ça. Moi j'ai vraiment du mal, ça me réussit pas. Donc du coup je suis déçue. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont lu et peuvent me dire un peu ce qu'ils en ont pensé, mais moi j'ai vraiment pas accroché. Ensuite je me suis lue en lecture commune. Alors c'était avec Oriana du blog Saluna et Marine qui a un blog, je crois que c'est NBS Lecture. Marine, tu me laisses un message si je me trompe. On s'est lu en lecture commune La Meute du Phénix, le tome 1 de Susan Wright, le tome 1 très Coleman. C'est classé en Bitlit chez Milady. Moi la Bitlit, vous commencez à le savoir, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais je me le suis acheté aussi il y a quelques temps. En fait il y a 2 ans quand j'ai signé mon CDI, il faisait partie des livres que
que je me suis auto-offert pour me féliciter. Et du coup, il était quand même temps que je le sorte. Il y a 5 tomes, je suis pas sûre que la saga soit terminée, mais en attendant, j'en entends que du bien, notamment sur la chaîne de Candy Shy. Je crois qu'elle a un amour inconditionnel pour cette saga. Donc du coup, il était temps que je me le commence, sachant que au mois de décembre, je me suis acheté le tome 2 et 3 en e-book, vous savez, avec l'opération Brajlon. Donc du coup, il y a un moment, je me suis dit, faut le sortir, les filles étaient motivées, je me suis dit, allez, en lecture commune, ça va me motiver, elles vont me pousser un peu à le lire aussi. Alors là, Bitlit, on n'est pas du tout dans le vampire, on est dans le métamorphe. Donc en fait, on suit l'histoire de Tarine, qui est une jeune métamorphe, mais qui en fait n'a jamais réussi à se transformer en louve. Elle passe une sorte d'accord un peu bizarre avec l'alpha d'une autre meute que la sienne. Comme ça, elle gagne des avantages, lui gagne des avantages, bref. Évidemment, on se doute que ça va pas se passer comme c'était prévu, et du coup, j'avoue que j'ai bien aimé découvrir ce monde. Alors, c'est marqué action-romance. Moi, j'aurais plus dit romance et sexe. Il faut avouer que là-dedans, ils passent leur temps à coucher à droite à gauche, non, j'exagère, puisque les métamorphes sont des personnages, des créatures assez fidèles. Ils passent leur temps à faire ça. Donc il faut avouer qu'il faut quand même être assez accroché parce que je m'attendais pas à ça, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait plus d'action. L'action vient sur la fin du bouquin. Donc pour un livre qui fait quand même 550 pages, on doit avoir les 100 dernières pages où il y a un petit peu d'action. Et autrement, c'est des pourparlers, c'est du sexe, c'est des pourparlers, c'est du sexe. Et du coup, en fait, je m'attendais juste pas à ça. Alors j'ai beaucoup aimé cette lecture, mais je m'attendais juste pas à ça en commençant ce livre. Là, je suis en train de lire le tome 2, donc je crois que j'ai lu qu'un chapitre encore, ou 2 chapitres, je sais pas. Je sais à quoi m'attendre, donc du coup j'y vais un peu plus... comment dire, je serais moins choquée. Disons que là, j'ai pas été choquée par la première scène de sexe, mais quand j'ai vu que 3 pages plus tard ça recommençait, je me suis dit, et 3 pages plus tard de nouveau, ok d'accord, donc il faut juste se faire un peu à l'idée qu'il y a beaucoup de sexe dans cette saga. Après, j'ai beaucoup aimé le caractère des personnages, j'ai beaucoup aimé... la créature du métamorphe, ça change un peu parce qu'on parle souvent des loups-garous, on parle souvent des vampires. J'avoue que des métamorphes, j'avais jamais rien lu là-dessus. En gros, des métamorphes, ils n'ont pas de pouvoir particulier, c'est juste qu'ils ont la capacité de se transformer en animal. Là, nous, on suit une meute de loups. Je vois dans celui que je suis en train de lire, il y a une nana qui est métamorphe mais en lionne. Donc du coup, on peut avoir plusieurs animaux apparemment. Et du coup, leur seule capacité entre guillemets, c'est de pouvoir du coup se transformer en leur animal quand ils en ont envie, quand ils en ressentent le besoin, des choses comme ça. Donc du coup j'ai beaucoup aimé découvrir cette créature que du coup je connaissais pas du tout, et en fait j'ai bien aimé ce livre. Donc du coup voilà, je me refais le tome 2 donc ce mois-ci, je le lis toujours en lecture commune avec Ariana et Marine. On verra si on se fait. Je crois qu'elles ont aussi acheté le 3 pendant du coup l'opération Brajlon, donc je pense qu'on fera aussi le tome 3 en lecture commune par la suite. Et en tout cas, si vous connaissez pas, c'est vraiment. Moi j'ai bien aimé. Ça casse pas 3 pattes à un canard, ça parle beaucoup de sexe, mettez-vous ça en tête, c'est pas écrit du tout derrière, mais ça parle beaucoup de sexe. Mais c'est vraiment super sympa. Ensuite, je me suis lu Amstramgram de MJ. Ils ont des noms compliqués. MJ Arledge. On va y arriver. Un thriller, donc chez 10-18, j'adore cette maison d'édition. Sérieusement, je crois que j'ai jamais été déçue par un des livres que j'ai lu chez 10-18. Bref. Une jeune femme émerge de la forêt à peine vivante. Son histoire est au-delà du raisonnable, mais elle est vraie. Chaque détail sordide, quelques jours plus tard, un autre survivant est retrouvé et une série semble se former. En fait, on se rend compte dans ce bouquin qu'il y a des paires de victimes qui sont enlevées, mais on n'en retrouve qu'un. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est... le survivant qui a organisé un truc bizarre pour tuer ou faire disparaître son comparse? Est-ce que... c'est vraiment assez bizarre. Mais je crois que je l'ai lu en 24 heures celui-là. J'étais à fond dedans. Incroyable. L'écriture de l'auteur est incroyable. Et si je me souviens bien, c'est des très petits chapitres. Ouais, voilà, c'est des chapitres qui font maximum 10 pages. On est plutôt autour des 3-4 pages d'ailleurs en moyenne de chapitres. Et du coup, comme c'est très saccadé, on a un rythme qui est très soutenu, on peut pas s'ennuyer parce que du coup à chaque fin de chapitre forcément il y a un rebondissement. Alors c'est pas non plus des rebondissements mais du coup on a toujours un truc qui arrive à la fin de chaque chapitre, et comme c'est un chapitre
tous les 3-4 pages. Imaginez un peu la tension sous laquelle on est. Et donc, incroyable, la fin m'a complètement choquée. Alors, c'est pas un tome 2, mais je crois que l'enquêtrice, voilà, l'inspecteur Ellen Grace, on la retrouve dans le deuxième bouquin de cet auteur qui sort en poche là, je crois, ce mois-ci ou le mois prochain. Moi j'ai terminé mes achats pour ce mois-ci, vous verrez ça fin du mois, début du mois de mars. Mais possible que mars ou avril je me le prenne parce que j'ai vraiment adoré l'histoire. Je sais même pas quoi vous dire. C'est hyper choquant, on est sous tension du début à la fin et j'adore les chapitres courts, saccadés qui nous mettent vraiment sous pression. Ensuite je me suis lu À l'aube des jours heureux, le premier tome de Three River Range de Roxane Snopek. Pareil, pendant l'opération Brightman, je me suis acheté le tome 2 et 3 de cette trilogie, donc du coup ça c'était l'occasion. Je l'avais acheté à 1,50€ chez Easy Cash. Bon après je me disais voilà c'est un truc qui va pas casser trop pattes à un canard, mais entre deux grosses lectures, entre deux thrillers ou entre deux fantasy, c'est toujours le genre de lecture qui passe bien, qui est plutôt sympa, sans prise de tête, etc. Là on découvre, j'ai encore oublié son prénom, Aurora, voilà, qu'on appelle Rory dans le livre. Donc on découvre Rory qui est enceinte jusqu'au cou et qui s'est fait plaquer par son mec et qui décide de tout quitter pour partir vivre dans un ranch à la campagne. Évidemment, arrivé là-bas, le propriétaire du ranch n'est pas du tout au courant que quelqu'un est censé arriver, donc il est un petit peu bisbille et il se retrouve habité dans la même maison. Puisque lui n'avait pas du tout prévu que quelqu'un arrive, elle est censée avoir loué cette maison, donc voilà, ils se retrouvent en même temps au même endroit. Vous vous doutez bien de ce qui va se passer par la suite. En attendant, j'ai adoré ce bol d'air frais, si je puis dire. On est en pleine campagne, en plein dans un ranch. Le bonhomme, il s'appelle Carson et alors, on va pas dire qu'il élève des chevaux, mais disons qu'il a un ranch avec des mustangs et son objectif, c'est pas de les élever, c'est de les recueillir, puisqu'on est dans une région où il y a beaucoup de chevaux sauvages. Et du coup, ouais, ça m'a fait rêver. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, ça casse pas trop pattes à un canard, c'est une petite romance, c'est bien sympathique, mais disons que, ouais, voilà, je l'ai lu entre deux thrillers, je vais vous montrer après ce que j'ai lu, et du coup, ça passe crème, c'est vraiment super sympa. En février, je me suis déjà lu le deuxième tome, donc je vous en parlerai aussi sur le bilan de début février. Ça se lit très bien et c'est une romance comme on aime les lire, quoi, voilà. Ça commence, ça s'unit bien, enfin bon bref, j'ai adoré. Ensuite, je me suis lu encore en lecture commune avec Oriana et Marine, Que ta volonté soit faite de Maxime Chatham. Je pense que toutes les trois on est un petit peu accro à cet auteur, donc du coup comme le poche est sorti il n'y a pas très longtemps, novembre je crois, le poche date de novembre 2016, donc du coup on s'est motivé à se le lire toutes les trois. Pour tout vous dire, je crois que c'est Marine qui l'a abandonné. Est-ce que c'est Marine ou c'est Oriana? J'ai oublié. Oui, mais merci la mémoire de femme enceinte. L'une des deux l'a abandonné. Moi je l'ai lu très vite parce que je suis à la maison et que quand je suis lancée dans un livre en général je m'arrête pas. Je l'ai lu très vite, mais il faut dire que c'est vrai que ça ressemble pas du tout à ce que Maxime Chatham fait d'habitude. On est plus dans un roman noir que dans un thriller et la fin m'a paru un peu facile. Alors déjà c'est un tout petit livre alors que dans ces romans on est habitué à des bonnes briques. Là on est vraiment dans un petit livre et déjà les deux premiers chapitres sont un peu choquants. Donc on attaque vraiment dans le dur. Et la fin, c'est Marine qui l'a abandonné, voilà, parce que Marine elle a été tellement choquée par le premier chapitre qu'elle a eu du mal vraiment à rentrer dedans. Et du coup on lui a fait un gros spoil à la fin, on lui a raconté l'histoire avec Oriana. Et nous en fait on est un peu restés sur nos fesses quoi, mais c'est quoi cette fin? Je vais pas vous raconter l'histoire, en gros on suit un bonhomme qui est vraiment méchant. Son grand plaisir dans la vie c'est de violer les femmes, c'est de tuer des animaux, c'est... bon je pense qu'il a tué des gens aussi, enfin bref c'est un rebut de la société, c'est vraiment une abomination ce mec là. Et en fait on se demande tout le long du roman mais on sait qui c'est le méchant. Donc du coup c'est quoi l'intérêt du qu'est-ce qui se passe?
Donc du coup c'est vrai qu'on sait pas trop où on va, on sait pas trop ce qui va se passer. Et à la fin, alors je peux pas vous donner la fin, c'est sûr que je peux pas vous spoiler la fin, mais du coup j'ai trouvé ça un peu facile. Trop facile en fait. Ouais, j'ai trouvé ça trop facile. Donc du coup, sur ce coup-là, Maxime Chatham m'a déçue. Le dernier roman qu'il a sorti, c'était Le Coma des Mortels. Il paraît aussi qu'il est pas génial, génial. Donc je pense que je l'achèterai quand même quand il sortira en poche. Parce que bah, ça reste Maxime Chatham, ça reste un de mes auteurs favoris. Mais là, j'ai un peu l'impression qu'il est parti dans une dynamique... tous les ans, il faut sortir un roman et que bah, on perd un peu du cachet qu'il peut avoir de la puissance d'écriture qu'il a, ce mec-là. Je sais pas si vous avez... Enfin, si vous lisez la trilogie du mal ou le cycle de l'homme, des choses comme ça, c'est un mec qui est incroyable dans sa façon de penser. C'est un grand malade, ce garçon. Et là, j'ai un peu l'impression que tous les ans, il faut sortir un bouquin, qu'il rentre un peu dans le commercial, et du coup, c'est dommage parce que ça vaut plus le coup. Donc ben, je lirai le prochain, Le Coma des Mortels, c'est sûr, mais vu ce que j'en ai entendu, ça vaut pas le vrai Chatham, quoi. Ensuite, je me suis lu La scène des souvenirs de Kate Morton. J'avais déjà lu un livre de cet auteur il y a 2 ans, je crois. J'avais pas été méga séduite, c'était sympa, mais j'avais eu du mal à rentrer dedans et ça me paraissait longué. Donc du coup, j'avoue que celui-là, je l'ai depuis 1 an. Et je l'ai laissé traîner pas mal de temps dans la pile à lire. Puis là, je me suis dit, c'est l'occasion, j'ai déjà lu beaucoup de livres, des livres bien. Je peux me permettre, entre guillemets, de commencer un livre dont je suis pas sûre que je vais aimer. Je sais pas si vous vous dites ça de temps en temps, mais après avoir enchaîné plusieurs livres pas mal, j'ose en fait prendre un livre où je suis vraiment pas sûre de ce que je vais ressentir, surtout quand j'ai déjà lu un livre de l'auteur et que bah, ça m'a pas super emballé. Et bien au contraire, j'ai adoré celui-là. Je suis rentrée dedans tout de suite, malgré la brique qui fait 700 pages, 680 pages. Je crois qu'en 2-3 jours il était fini. En fait, on suit Laurel. Donc Laurel, elle revient un petit peu sur ses origines parce que sa mère, donc Laurel, elle a une soixantaine d'années. Elle revient un peu dans sa maison de famille parce que sa mère est très malade, elle est hospitalisée. Bon, sa mère doit avoir 80-90 ans, elle est sur le point de mourir. Et du coup, de revenir dans la maison de famille, ça ramène des souvenirs à Laurel. Et sa mère, dans ses instants de délire, commence à dire des choses un peu incohérentes. Et du coup, Laurel, ça la titille et elle commence à faire des recherches sur sa jeunesse à elle, sur un événement particulier qui s'est passé quand elle avait une quinzaine d'années, et du coup sur les jeunes années de sa mère. Sa mère avait une vingtaine d'années pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle était à Londres. Donc du coup, on est un petit peu dans tout ce roman historique, ce drame familial. Et je m'attendais pas à la fin. Ça a été... je m'en suis doutée un petit peu, 30-40 pages avant que l'auteur vraiment nous annonce le fait. Enfin bref, si vous ne connaissez pas Kate Morton, moi je vous le conseille vivement. Maintenant que j'ai vraiment adoré ce deuxième tome, c'est pas un deuxième tome puisque c'est pas des suites, mais ce deuxième livre que je lis de cet auteur, je pense que je vais me procurer en fait toute sa... comment on dit, sa bibliographie, sa bibliothèque, enfin tout ce qu'elle a écrit. Je crois qu'il m'en reste 2 à découvrir. Je vais regarder ça. Il m'en manque 2. Donc du coup, je pense que petit à petit, je vais me le procurer peut-être un par an ou un tous les 2 ans. Et vraiment celui-là, j'ai adoré celui-là. Et pour finir, ce mois-ci, j'ai découvert Le silence de Mélodie de Sharon M. Draper aux éditions Michel Lafon. Donc ça, c'est un livre que j'ai acheté pendant la vente privée Michel Lafon qu'il y a eu en novembre. Donc livre neuf, 14,95, j'ai dû le payer 2 ou 3 euros. C'est un livre assez poignant. En fait, on suit Mélodie qui est atteinte d'une pathologie. Alors, elle n'est pas que muette, elle a une pathologie, j'ai oublié son nom. Je ne retrouve pas du tout le nom de sa pathologie. En gros, elle est en fauteuil roulant. Elle n'a presque aucune mobilité, elle ne peut pas parler. Donc du coup, elle est complètement assistée par ses parents. Elle ne peut vraiment rien faire toute seule. Pour autant, c'est une jeune fille très intelligente. Elle enregistre tout. Tout ce qui se passe dans son cerveau, elle est frustrée d'une manière, enfin, je peux comprendre tout à fait sa frustration. Elle a jamais dit à ses parents qu'elle les aimait. Ça, c'est un truc qui m'a
qui m'a complètement marquée. Pour autant, elle va à l'école, donc c'est dans une école spécialisée. Ils lui ont installé sur son... Elle a un fauteuil, du coup un fauteuil roulant électrique. Ils lui ont installé une sorte de table en plexiglas sur lequel ils ont collé des mots. Alors du coup on ne peut pas coller tous les mots de l'univers sur sa tablette. Mais elle a les mots du quotidien, donc elle arrive à former des phrases en les pointant du doigt. Je crois que les seuls... elle arrive à bouger du coup un petit peu ses membres, mais c'est quand même pas folichon. Et du coup voilà, Mélodie va nous raconter un peu son histoire, quelques mois de sa vie qui l'ont marquée. Et je vous avoue que moi aussi ça m'a marquée. Alors, j'aurais pu verser une larme, mais c'est vrai ce livre est tourné très jeunesse. Donc du coup, on est moins dans le sentiment. Enfin, détrompez-moi ceux qui l'ont lu, on est moins dans le sentiment qu'un livre... comment dire ? Le fait que ce soit tourné jeunesse, on essaie, je pense, de minimiser certaines choses. Donc du coup, j'ai pas eu la larme à l'œil. Pourtant, c'est vraiment un récit qui est poignant. J'ai été choquée par certaines choses qui sont arrivées à Mélodie. Et j'ai souri aussi pour d'autres choses qui lui arrivent et qui sont assez magiques. Donc si vous connaissez pas, c'est vraiment une magnifique histoire sur le handicap. Alors je trouve ça dommage de le résumer en l'écrivant Le silence de Mélodie en disant derrière je n'ai jamais prononcé un seul mot. Parce que tout de suite on pense c'est juste une jeune fille qui est muette. C'est une jeune fille qui est plus que ça, c'est une jeune fille qui est tétraplégique, qui a vraiment des difficultés à tout faire par elle-même. Elle peut pas manger toute seule, il faut qu'on lui donne à manger, elle peut pas boire toute seule, elle peut pas se lever toute seule. Elle peut rien faire par elle-même, donc du coup c'est beaucoup plus qu'un simple silence, c'est tout son corps qui est en stand-by, alors que son cerveau fulmine et tourne à plein régime. Et du coup, je trouve que... Alors j'aime pas les livres qui spoilent, mais j'aime pas les livres non plus qui racontent des conneries, parce que là on me dit juste je n'ai jamais prononcé un seul mot, et du coup moi je pensais vraiment que ça allait nous parler d'une jeune fille muette. Et non, c'est bien pire que ça, c'est vraiment un livre sur le handicap en tant que tel. Alors moi je suis handicapée, je suis reconnue par l'État comme une personne handicapée, mais moi j'ai une vie tout à fait normale et j'admire ces personnes, enfin ces personnes-là, une jeune fille comme ça, comme moi elle est tombée malade très jeune et on le sait qu'elle aura jamais une vie normale, elle sera toujours au crochet de ses parents, quand ses parents s'en occuperont plus, on sait qu'elle finira en institution. Et pour autant, elle se bat pour vivre, elle se bat pour tout ce qu'elle aime, pour sa famille, pour sa petite sœur, pour... Enfin, moi je trouve ça vraiment super poignant, donc si jamais vous ne le connaissez pas, allez-y quoi, sérieusement, c'est une belle leçon de vie. J'ai fini pour cette fois-ci, donc du coup je vous ai présenté 8 livres, il y a eu beaucoup de lectures vraiment bien. Il y en a eu 2-3 un peu moins bien, mais pas trop de grosses déceptions, donc du coup voilà, c'était vraiment un mois de janvier super niveau lecture. Je pensais faire tout aussi bien au mois de février, et j'avoue qu'au mois de février, pour tout vous dire, en ce moment j'ai un peu du mal. Aujourd'hui on est le 14, donc on est ça y est à la moitié du mois, puisque on n'a que 28 jours en février. Et j'ai terminé mon 5e livre hier. Bon après si je continue comme ça, j'en ferai 10 sur le mois de février, je verrai. Donc c'est pas trop mal, mais je suis un peu moins efficace ce mois-ci. Enfin bref. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des petites remarques ou des petits... N'hésitez pas. Et moi, je vous dis à très bientôt.